On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, la grosse question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui, est-ce qu'on a assisté à un délit d'initié aujourd'hui? Ah! Écoute, je sais que tu en as parlé avec Francis aujourd'hui, puis avec Pierre-Olivier Zappa aussi. Je pense que ça a été la première réaction des gens qui, comme moi, ont un peu de connaissances dans le domaine ou des gens qui travaillent dans le domaine. Mais je pense qu'il n'y a pas dans l'esprit de personne, je pense, qui s'y connaît minimalement dans ce domaine-là. Je pense qu'on a tous eu le même flash, si tu veux, ou le même éclair en disant non, attends un peu, c'est gros. Il vient tout juste d'y aller avec les tarifs. Tout le monde parlait de la bourse, tout le monde parlait de l'effondrement des titres. Puis c'était variable selon le pays ou selon la bourse consultée, mais ça allait pas très bien. D'un autre côté, il y a le président Trump qui encourage, qui dit allez-y, achetez, c'est le temps d'acheter. Et tout de suite après, il revient avec les tarifs. Ça se défend. En fait, ça se défend. Il faut toujours travailler fort pour trouver sa logique à Donald Trump quand il y va de l'imposition des tarifs. Comment le fait-il surtout? Comment applique-t-il ça? C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, finalement, de jouer avec les tarifs, de secouer un peu le pommier, de brasser la cage, de voir ce qui tombe, puis après ça, de dire, OK, on prend une pause, puis on négocie. C'est un peu sa façon, finalement, d'initier les négociations. Donc, on peut la jouer comme ça, c'est plus classique, puis pour ça, on joue de manière plus sécuritaire, mais je reconnais très ouvertement la première chose qui m'est passée par l'esprit, c'est non. C'est trop gros. Il peut pas nous jouer ça ouvertement comme ça, en toute transparence. J'ai été très, très, très étonné. Puis en même temps, je te dis, ça a été mon premier réflexe. Je déteste quand on me prend pour un idiot. Quand il dit, là, vous savez, lorsque j'ai dit, là, on ne reculera pas, puis on va imposer les tarifs, tout ça, il y avait un plan. Je le savais qu'on allait reculer. Là. C'était rien pour mettre un peu mes adversaires à genoux pour pouvoir renégocier. Je ne le crois pas. S'il a reculé, c'est parce que tous ces chums milliardaires l'ont appelé en disant « Hey, là, mon tweet, t'es en train de foutre le système économique à terre. » Et c'était même étonnant, parce que jusqu'à la dernière minute, sa porte-parole, elle est d'une constance redoutable parce qu'elle peut mentir avec affront jour après jour, avec la même détermination. Mais elle nous disait il y a peu, effectivement, non, il n'y a absolument pas question qu'on revoie ces tarifs-là. C'est pas dans l'air. Ce matin, boum, ce midi, tout le monde a eu la nouvelle et il semble que le téléphone s'est activé beaucoup. Les téléphones se sont activés beaucoup à la Maison-Blanche pendant la matinée. Donc, ce que tu dis est fort possible aussi. Est-ce que c'est les broligarchs, hein, comme on les appelle, ces partenaires immensément riches? Est-ce que c'est eux qui ont dit, entre autres Elon Musk, qui a eu des mots très, très, très durs pour Peter Navarro, qui est un des conseillers de Donald Trump? Est-ce que ce sont ces gens-là qui lui ont dit, attends un peu, là, les tarifs, c'est une chose, la façon dont tu les joues, c'est autre chose. C'est pas impossible que ça soit joué de ce côté-là aussi. Mais tu vois, là, quand on prend un pas de recul, parce que je parlais tantôt à Francis Gosselin, puis tu sais, il dit, ils ont totalement démantelé, qui est comme l'équivalent des autorités des marchés financiers. Ils ont totalement démantelé ça. Ils ont placé leurs personnes à eux autres dans le système de justice. Là, ils ont un système de justice maintenant qui est très complaisant, qui est un peu à la botte même de Donald Trump. Et là, ils peuvent faire n'importe quoi. Comme disait Francis, c'est la croisière s'amuse. Là. Ils peuvent faire n'importe quoi. Voilà, vous avez mis le doigt tous les deux sur des choses qui sont fort intéressantes. C'est une des opérations qu'on a relevées depuis le début, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment fait-on tomber des barrières? Comment fait-on tomber des contre-pouvoirs? Comment peut-on, à partir même imaginons qu'on n'insiste pas sur ce qui serait malhonnête ou sur ce qui est une attaque au système, juste avec des pouvoirs de nomination. Ce qu'il a fait en choisissant Pam Bondi, par exemple, c'est tout à fait légitime de la choisir, elle, comme ministre de la Justice, si on veut, ou procureur général des États-Unis. Donc, juste à partir de ça, il est capable de se donner une marge de manœuvre qui est très grande. Et moi, je rappelais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent la décision de la Cour suprême là, à propos de l'immunité présidentielle sur le plan criminel, rappelez-vous qu'on ne peut rien reprocher à Donald Trump. On ne pourra pas le poursuivre. Autant aux civils qu'aux criminels, ce que la Cour suprême a dit, c'est que tant et aussi longtemps qu'il fait quelque chose à titre de président,
il jouit d'une immunité qui est totale. Donc, la croisière Fou. s'amuse, on sait qui est le capitaine en plus. Exactement. Écoute, la bonne nouvelle du jour, c'est que Donald Ouais, Trump avait dit à l'Associated Press, vous allez débarquer, je ne veux pas vous ouais. voir, vous autres, dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Et là, la justice a dit, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça, pour moi, comme prof, et ça achève, là, je serai plus prof dans un mois et demi. Là, je défroque, comme on dit. Donc, c'est le genre de dossier que j'aime beaucoup traiter en classe parce qu'on peut oublier les noms dans ce temps-là. On peut oublier Donald Trump, on peut oublier l'Associated Press. Ce serait n'importe quel président, n'importe quelle organisation, regroupement dans la presse. C'est la liberté d'expression qui prime là-dedans. Et c'est exactement ce que le juge a mentionné dans son jugement. Il a dit finalement, c'est pas légitime ce que vous, le sort que vous réservez à Associated Press parce que c'est la liberté d'expression, parce qu'ils ont droit d'être là. Vous pouvez pas sélectionner finalement à votre goût qui a le droit de jouir de la liberté de presse ou pas. Puis en même temps, on a fait ressortir qu'il y a une réelle pénalité pour Associated Press là-dedans. C'est qu'on empêche Associated Press, quand on fait ça, de faire son travail et d'être aux premières loges pour rapporter la nouvelle. Si on obtient un scoop ou si on a une façon originale, particulière de traiter la nouvelle, Associated Press ne pouvait plus le faire à partir, bien sûr, des rencontres avec le président ou des conférences de presse, parce qu'on était à l'extérieur. On leur créait donc un handicap en disant Associated Press doit maintenant travailler à partir de ce que d'autres vont rapporter, de ce que d'autres vont écrire. On n'est pas là, finalement, au moment où ça se passe. Donc, j'ai bien aimé ça. C'est ça, écoute, on en a pour 4 ans comme ça, de défis constants. Jusqu'où peut-on repousser la loi? Moi, ce que je surveille, c'est que les tribunaux font leur travail jusqu'à maintenant et que les décisions, elles s'expliquent logiquement selon le droit, selon les règles du jeu aux États-Unis. Ce que je surveille, c'est moins comment les tribunaux réagissent, parce que il me semble réagir parfaitement normalement, que le juge a été nommé par un républicain ou un démocrate, on applique le droit, puis on le fait comme on l'a toujours fait. C'est jusqu'où l'administration Trump va-t-elle défier un juge ou défier les tribunaux? Et moi, c'est là, quand je couvre une affaire qui traite de la constitution des tribunaux, c'est là où je concentre mon attention. Écoute, je termine en te parlant de quelque chose que j'ai vu. Je suis abonné, moi, à une infolettre venant d'un magazine qui suit ce qui se passe à Hollywood. Et les gens d'Hollywood sont en furie contre le président parce que Ah, tu sais qu'on fait des films, ouais, les films coûtent de plus en plus cher. Tu sais, des films de ouais, super-héros avec des effets spéciaux, ça coûte cher maintenant faire un gros blockbuster. Et ouais. depuis quelques années, Hollywood est en train de créer des liens avec des investisseurs chinois. Ils ont besoin de Voilà, l'argent de Pékin et du public de Pékin pour pouvoir continuer de faire des films Marvel à grand déploiement. Et là, ben, voilà. on vient de tirer le tapis sous les pieds. Écoute, quand tu m'as dit je suis abonné à une infolette, c'est des nouvelles d'Hollywood, j'ai tout de suite pensé à ça parce que on n'a probablement pas la même infolette, mais je suis ça d'assez près. Je j'ai pas tes connaissances cinématographiques, mais ça m'intéresse énormément. Et ce que je voyais surtout de la part de certaines vedettes, des gros noms américains, puis des gros noms du divertissement, là, les anciens lutteurs, des gens qui ont une notoriété au plan international, c'est qu'ils se mettaient littéralement à genoux pour respecter ce que la Chine demandait Ben ou ce qu'elle oui. exigeait. C'était à la fois un peu embêtant puis parfois gênant, mais ça démontrait clairement qu'il y avait ce mouvement vers les intérêts chinois. On a besoin d'argent, puis on a besoin d'un public plus large. Effectivement, faut financer, il faut que ça rapporte ces œuvres-là qui coûtent une véritable fortune. Et écoute, on peut analyser ça ensuite pour ceux qui ne suivent que le cinéma, on peut se dire est-ce que c'est une bonne chose ou une moins bonne chose. Mais assurément, si c'est moi qui est producteur et qui finance une œuvre, ce Eh, que le président Trump a fait avec ses tarifs, ça vient de foutre en l'air mes projets de développement pour plusieurs années. tout à fait. Merci. Bonne soirée, Luc Adamin. Salut. Bonne soirée, Richard. Bye.